What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet historique extrêmement important, le massacre de Tiananmen en 1989. Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve qu'on parle quasi jamais de la Chine dans les manuels scolaires, alors que pourtant il s'y passe des événements extrêmement importants et très passionnants, et c'est ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle vidéo. Mise en situation. Le 5 juin 1989, au lendemain des massacres sur la place du Tiananmen et aux rues aux alentours, un homme dont l'acte désespéré et héroïque se dresse devant une énorme colonne de chars. Le premier char essaie de l'éviter, mais l'homme n'en a rien à faire, il ne le laissera jamais passer. Les images que vous voyez ont évidemment fait le tour du monde et très vite on a donné à cet homme le surnom de Tankman. Mais alors, Tankman deviendra un symbole de cette manifestation, pour plus de démocratie. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Eh bien, laissez-moi vous le raconter dans cette vidéo. Le grand bond en avant. Revenons en arrière. Je vous souhaite la bienvenue dans les années 60 et 70, en Chine, ou plutôt en République populaire de Chine, où Mao Tse-tung, président du Parti communiste, décide de lancer le grand bond en avant en 1958. Mais alors vous me direz, le grand bond en avant, qu'est-ce que c'est ? J'y viens. oh yeah! Alors, le grand bond en avant a été lancé par Mao Tse-tung en 1958, qui a impliqué la population entière et qui consiste à augmenter la productivité industrielle. Elle s'appuie sur la collectivisation agricole, l'élargissement des infrastructures industrielles et la réalisation de grands travaux publics. Les paysans qui ont toujours travaillé dans une production collective ont par la suite été encouragés à passer à la commune populaire, soit à travailler tous ensemble et à renoncer à la collectivisation individuelle. Oh yeah! Cette politique avait pour but de relancer l'économie du pays, car à cette époque, la Chine n'était pas du tout le pays riche et développé qu'on connaît aujourd'hui, mais bien tout le contraire. Cette politique a été un véritable fiasco, avec une énorme famine dans tout le pays. Selon les estimations des historiens, elle aurait fait entre 20 000 à 40 millions de morts. Ils ont alors évidemment arrêté cette politique dès les années 60. L'économie chinoise à ce moment-là, elle était sur le point de s'effondrer. La révolution culturelle. En 1966, Mao lance la révolution culturelle, malgré les nombreuses contestations par les modérés du parti. À ce moment-là, Mao essaie tant bien que mal de reconquérir les pouvoirs qu'il aurait perdus entre guillemets, car il avait un peu été mis sur la touche à cause de l'échec du grand bond en avant. Beaucoup d'historiens vont qualifier de Mao comme un désastre total qui a fait prendre à la Chine un retard considérable à se moderniser. Pendant ce temps, le PCC, le Parti communiste chinois, n'a pas envoyé les enfants dans les établissements scolaires, n'a pas formé les jeunes, la relève, et ils ont négligé les intellectuels, la recherche et la production. Vous comprenez donc que comme le grand bond en avant, la révolution culturelle a été un désastre colossal. Mais vous vous imaginez, Mao il est plus tout jeune et il souffre de maladies. En 1976, il va faire 3 crises cardiaques. Une en mars, une en juillet et une le 5 septembre. Quelques jours plus tard, le 9 septembre, il va mourir à minuit 10, à l'âge de 82 ans. La Chine va l'apprendre le lendemain par un message à la radio. La Chine est dévastée, la Chine est endeuillée.
La mort de Mao Zedong va entraîner une longue période d'instabilité gouvernementale dans le pays et cette instabilité gouvernementale va cesser en juillet 1977 par la prise au pouvoir de Deng Xiaoping. La situation économique épouvantable. Nous sommes dans les années 80 et la Chine est le pays le plus peuplé du monde et le 3e pays à avoir le plus grand territoire au monde. Pourtant, la situation économique y est épouvantable. La corruption y est très présente et plus de la moitié de la population chinoise vit sous le seuil de pauvreté. Le chômage monte en flèche tous les jours et il y a une inflation à en faire tomber par terre. Dans le milieu des années 80, Deng Xiaoping refuse catégoriquement le socialisme intégral. Il veut créer une politique de réforme et glorifie la libéralisation. En 1978, vont être établis par Deng Xiaoping, qui va venir prendre la tête du parti, les 4 modernisations. Cette réforme va viser les domaines suivants: l'agriculture, la technologie et les sciences, l'industrie et le commerce, et pour finir, la défense nationale. Deng Xiaoping veut qu'avec cette réforme, la Chine devienne le pays numéro 1 mondial, le number 1 of the world, et aussi que le peuple ait de meilleures conditions de vie. La naissance d'un mouvement. C'est vers l'hiver 1986 et 87 que les premières manifestations étudiantes vont commencer. Ce que veulent les manifestations, c'est très simple, ils veulent plus de liberté et plus de démocratie. Et forcément, faire ce genre de manifestation, c'est pas rien, surtout dans un pays où, on le rappelle, c'est un régime assez totalitaire et assez sévère. Évidemment, ça va très vite remonter aux hauts dirigeants du pays et dès janvier 1987, Hu Yaobang, ancien secrétaire général du PCC, soit du Parti communiste, ne veut pas de violence. Lui, tout ce qu'il veut, c'est dialoguer parce que c'est les enfants du parti, c'est la jeunesse. Les étudiants vont alors voir en cet homme une sorte de mini-lueur d'espoir de démocratie. Enfin, démocratie à la chinoise, si je peux me permettre. Mais forcément, dans la vie, on meurt tous et Hu Yaobang ne va pas y échapper. Il va donc mourir à l'âge de 73 ans d'une crise cardiaque. Le jour même, beaucoup d'étudiants vont venir lui rendre hommage sur la place de Tiananmen, en déposant des fleurs, des bouquets, etc., etc. Et cette fois-ci, pas qu'à Pékin, mais partout en Chine, des manifestations vont être lancées. Les manifestants vont réclamer tout simplement des obsèques nationales. Le 17 juin 1989, 2000 personnes vont manifester. Et le 19 juin, beaucoup de manifestants vont alors se retrouver devant les sièges du PCC, où cette fois-ci, évidemment, Ils vont être dispersés partout par les forces de police. Ils vont alors se replier calmement sur la place de Tiananmen où, on le rappelle, ils ont toujours 0 autorisation, quoi. D'ailleurs, vous vous souvenez tout à l'heure, Hu Yaobang, je vous avais dit qu'il était décédé le 15 avril 1989. Et bien, après la mort, on a... Exact, les funérailles. Et donc, le 22 avril 1989 va avoir lieu ses funérailles où plus de 2000 étudiants vont se réunir pour lui rendre hommage. Et sur le centre de la place Tiananmen va y être accrochée une banderole où il est écrit « N'oubliez jamais le camarade Hu Yaobang, l'âme de la Chine ». Ce soir, les étudiants vont se réunir devant l'Assemblée nationale et ils vont demander qu'un dialogue soit mis en place. Ils vont aussi demander que le salaire des hauts placés soit mis en public. Le 25 avril, les étudiants vont créer leur propre syndicat. Un syndicat, c'est un groupe de personnes qui vont s'associer pour défendre des intérêts communs ou professionnels. Le PCC ne va pas tarder à réagir et ils vont dénoncer ceci comme un complot contre le PCC. Deng Xiaoping, lui, veut régler ça avec une solution dite énergique. Autrement dit, utiliser la violence, quoi. La bagarre. Deng Xiaoping, chef politique, va alors faire un communiqué dans l'éditorial du 26 avril 1989. Et il va aussi dire que les manifestants se font manipuler. Et il va aussi dire que les manifestants sont des émeutiers. Et il faut savoir qu'en Chine, à cette époque, et toujours aujourd'hui, il me semble, on peut aller en prison pour 20 ans ou 15 ans pour juste manifester. Ah bah l'ambiance là-bas, elle est très tendue en effet. Les étudiants vont prendre une douche froide et vont extrêmement mal le prendre. Le mouvement monte en flèche.
On arrive alors au 4 mai 1989, où a lieu une énorme manifestation, où les étudiants veulent la fin de la corruption et l'annulation des faveurs du cadre du PCC, et aussi des réformes. Lors de cette journée, des centaines de milliers de personnes ont manifesté, et pas qu'à Pékin, dans toutes les grandes villes de Chine, malgré l'interdiction officielle. Évidemment, quand je dis que ce sont des étudiants qui manifestent, ce n'est pas vraiment que ça. Il y a aussi des intellectuels, des travailleurs, des journalistes, mais c'est juste que le mouvement provient d'étudiants. Du coup, on va l'appeler comme ça. Certains vont faire des discours où ils demandent des négociations. Ils appellent à faire preuve de calme et de raison. Le 5 mai 1989, Li Peng, alors Premier ministre, va organiser une réunion avec 8 universités. Il va dire clairement que si les étudiants continuent à manifester, il y aura des répressions violentes. Mais qu'à l'inverse, si les manifestants ils arrêtent de manifester, il n'y aura aucune répression. Les étudiants, eux, vont refuser la proposition et le 13 mai 1989, environ 2000 étudiants vont commencer une grève de la faim. Ils vont très vite être rejoints par un millier d'autres personnes. Et oui, ils vont pas se laisser faire comme ça. Beaucoup de journalistes chinois et étrangers vont être présents lors de cet événement. Alors évidemment, la nouvelle va se propager partout dans le monde. 2 jours plus tard, soit le 15 mai 1989, le dirigeant de l'URSS à cette époque, Mikhail Gorbatchev, se rend en visite officielle en Chine. Deng Xiaoping, qui on le rappelle est le dirigeant du PCC pour ceux qui l'auraient oublié, veut faire passer le dirigeant soviétique sur la place de Tiananmen, parce que la place de Tiananmen c'est une place très très grande, mais malheureusement comme il y avait les manifestants à ce moment-là, ils ont dû le faire passer par un endroit pas si convenable pour quand même accueillir un homme qui dirige le plus grand pays au monde. Ils ont dû le faire passer par une simple, toute petite porte. Et ça, pour Deng Xiaoping, c'est une sorte de honte, une claque qui va se prendre en plein visage, et ça, il ne le pardonnera jamais. Un destin scellé à jamais. Cette fois-ci, Deng Xiaoping en a ras les patates. Aidez-moi. Des manifestants ont gâché la visite officielle de Gorbatchev. Alors là, non. Là, c'est trop de chez trop. Il les a prévenus de stopper le mouvement, et bien cette fois-ci, ils vont en voir les conséquences. Des tensions vont commencer à apparaître au sein du gouvernement. Ils sont divisés. Certains veulent avoir des dialogues avec les étudiants, et d'autres, des conservateurs, veulent régler ça au plus vite, pas dans la bienveillance. Mais voilà, pendant ce temps, les manifestations continuent. Et les manifestations sont si nombreuses que tous les jours à Pékin, des centaines de milliers de personnes crient leur mécontentement et vont jusqu'à demander le départ à la retraite de Deng Xiaoping. Tout dégénère. Les manifestants ne veulent toujours pas abandonner. Ils continuent de manifester pour espérer avoir des réactions des dirigeants et des mesures. Alors, il va pas avoir de mesures prises, mais une loi va être adoptée. Vous me direz laquelle ? C'est la fameuse loi martiale. C'est une grosse répression envers tous les manifestants et surtout, personne n'a le droit de sortir de chez soi, que ce soit les journalistes, les habitants, etc., etc. Cette loi a été appliquée grâce au ministre Li Peng le 19 mai 1989. Et le lendemain, les soldats de la division chinoise qui s'occupe de la protection de Pékin vont venir au bord de la ville. Les tensions montent entre le PCC et les manifestants. Le 25 mai 1989, Zhao Ziang va être démis de ses fonctions et placé en surveillance protégée. Li Peng, le Premier ministre, on le rappelle, va mettre en place sa politique très stricte, sans affolement. Pour justifier ses actes, Li Peng va faire courir des rumeurs, comme quoi que les manifestants auraient fait usage d'armes à feu envers les policiers, pour prouver qu'en fait le problème n'était pas du tout le régime, mais les manifestants, et aussi pour faire passer les manifestants comme des traîtres à la nation, des bandits quoi. Les soldats qui avaient l'ordre de ne pas réagir face aux manifestants doivent désormais riposter, et dès le 3 juin, l'armée chinoise va entrer dans la ville de Pékin. Ils vont mettre en place des grands dispositifs sur la place de Tiananmen. L'espoir disparaît à jamais. Nous sommes le 4 juin 1989 et c'est une date super importante lors de cet événement parce que dans la nuit, peu après minuit, l'armée va décider d'ouvrir le feu sur les manifestants. Ils vont utiliser leurs armes comme par exemple des grenades ou d'autres moyens violents, tandis que les étudiants, eux, n'avaient que pour seule arme de simples bâtons.
Après de nombreux affrontements, les chars vont décider de foncer sur les étudiants et de les massacrer. En tout cas, ce qu'ils ont fait avec les chars a fait plus de 2000 morts et la place de Tiananmen a dû être évacuée. Mais il n'y a pas qu'à Pékin qu'il y a eu de grosses répressions. Certains vont raconter l'horreur des voitures qui brûlent, des blessés partout, des hôpitaux surchargés de blessés dont beaucoup mourront sur les brancards avant même que les soignants aient pu les prendre en charge, des cris, des pleurs, des parents affolés cherchant leurs enfants partout, y compris dans les morgues où les corps s'entassent, sans parler des bagarres dues au mouvement de foule, des projectiles lancés partout. Bref, c'était vraiment la panique.無論雨怎麼打，自由仍是會開花。但有一個夢不會死，記着吧，來自你我的心，記着吧。但有一個夢不會死，記着吧，無論雨怎麼打，自由仍是會開花。但有一個夢不會死，記着吧，來自你我的心，記着吧。Le lendemain, une scène inédite se passa, qui devint très vite le symbole du printemps de Pékin. Elle passa partout, dans les journaux papier, dans les plateaux télévisés en Asie, en Amérique, en Europe, bref, partout, de chez partout. Cette scène, la voici. Un homme, seul, avec probablement un sac de course, qui se dresse debout en n'écoutant que son courage pour faire barrage devant une colonne de plusieurs chars. Le char va essayer d'éviter l'homme à plusieurs reprises en essayant de le contourner, mais rien n'y fait, le jeune homme se décalant justement à l'endroit où le char veut avancer. Le message est clair, jamais l'homme ne le laissera passer. Il tape d'ailleurs sur le char et grimpe sur le char. Évidemment, il se fait emmener par plusieurs hommes, et jamais on ne le reverra. La répression a eu lieu. Énormément de personnes sont décédées et l'espoir d'avoir un pays avec un peu plus de démocratie et un peu moins de corruption aussi. Tout est fini et le mouvement étudiant aussi. Les meneurs d'étudiants sont recherchés par des autorités car ils sont considérés comme des traîtres à la nation. Et n'oublions pas que la peine de mort existe toujours en Chine. Je lâche ça comme ça. La censure va affecter tous les journaux qui ont pris part à l'événement. Après cela, ça va être énormément tendu et les chaînes de télé vont être contrôlées par l'autorité policière et militaire. Ils vont montrer en boucle les arrestations des étudiants pour montrer que personne ne doit recommencer un événement comme une sorte de leçon, on va dire. Dès le 10 juin 1989, des énormes vagues d'arrestations ont lieu. Des personnes vont être exécutées, mises en prison pour juste avoir participé pacifiquement à une manifestation pour vouloir un peu plus de démocratie et moins de corruption. Heureusement, quelques personnes ont pu se sauver pour éviter l'exécution. Beaucoup de personnes ont quitté le pays, en arrivant notamment en France avec l'asile politique. Et ce fut ainsi que le rêve de démocratie s'envola dans la tête de tous les Chinois. Merci énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était pas un sujet très facile à faire du tout parce que comment dire que l'histoire de Chine c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, donc ce qui fait que j'ai dû vraiment fouiller dans les abysses et c'est vraiment dommage pour le coup qu'on n'apprenne pas ça à l'école parce que franchement c'est super méga giga intéressant. D'ailleurs je tiens vraiment à remercier ma mère qui m'a fait découvrir le sujet de Tiananmen parce que ça l'avait énormément marqué en 1989. Et du coup merci maman parce que sans elle la vidéo ne serait pas publiée sur YouTube, elle ne serait pas écrite, elle ne serait pas tournée,
il y aurait rien eu. Bah comment dire que ma mère m'a énormément aidée pour faire la vidéo parce qu'elle m'a donné plein d'œuvres littéraires, elle m'a donné des CD, des livres, etc. pour justement que je fasse la vidéo, pour essayer de m'aider parce que les sites internet, les sources elles se contredisaient énormément. Du coup c'était extrêmement difficile de démêler le vrai du faux. Donc bah merci maman. J'ai d'ailleurs réalisé presque l'entièreté de cette vidéo grâce à ce CD, voilà. Donc c'est Le Printemps de Pékin Tiananmen, donc c'est un CD super cool parce que bah comme je l'ai dit juste avant, les sources internet elles se contredisaient énormément et il n'y avait pas vraiment en fait les mots que internet entre guillemets employait, c'était des mots super compliqués à comprendre et bah je les comprenais pas du tout. Donc comment dire que c'était assez compliqué quand tu comprends pas les mots de faire une vidéo justement avec ces mots, tandis que bah le CD c'était super facile à comprendre, vraiment c'était super facile à comprendre, il était très bien et il y avait des vidéos bah, qu'on voyait pas du tout qui nous montraient vraiment l'horreur que c'était cet événement. Donc du coup si vous voulez en connaître plus sur cet événement, bah achetez-le. Voilà, c'est un CD qui dure, c'est un petit film qui dure 50 minutes, mais bah du coup si vous voulez l'acheter, j'ai mis un petit lien en description. Évidemment je ne vous dis en rien de l'acheter, voilà, c'est vraiment juste si vous voulez vraiment en savoir sur cet événement. Je veux pas influencer les personnes ou quoi, mais c'est vraiment si cet événement il vous tient à cœur et que vraiment vous voulez en connaître plus de chez plus, bah voilà. Bref. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes 56% à ne pas être abonné, donc c'est le moment. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager à des amis si vous pensez que ça peut les intéresser ou tout simplement si vous avez aimé la vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui ont participé à cette vidéo, aussi bien que mon frère, que mes amis, pour faire les voix off. Voilà, merci beaucoup. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, vraiment je poste un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube, toutes les bêtises qui m'arrivent en tournage, montage, en écriture de script, etc. Et je vous donne des indices sur les futures vidéos qu'il y aura sur la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, ça fait de mal à personne et ça fait toujours plaisir. Bref, prenez soin de vous, c'était Isa IRDNV, ciao ciao.